Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu un auteur de la manufacture de livres. Eh bien, ce soir, c'est Fabrice Tassel, qui sort donc son quatrième roman, On dirait des hommes. Un roman dont on va longuement parler, mais avant de parler de ce roman-là, on va déjà parler de l'arrivée de ce livre-là au catalogue de la manufacture de livres, puisque c'est le premier roman de Fabrice Tassel dans cette maison d'édition. Pierre Fourniot et Fabrice, dites-nous, racontez-nous cette histoire qui donc mêle un autre écrivain de ce que j'ai compris. Racontez-nous l'histoire de ce manuscrit et comment Fabrice est arrivé dans cette maison. Bonsoir à toutes et tous. Je commence, Pierre? Oui, bonsoir à tous. Vas-y, Fabrice. On va voir si on a la même version. Non, bah, l'histoire était chouette parce qu'en fait, l'hiver dernier, alors que j'avais écrit mon texte, j'ai lu Tuer le fils, un polar de Benoît Sévrac, donc publié par la Manufacture. Ça devait être aux alentours de Noël ou peut-être courant janvier. J'ai vraiment adoré ce roman et puis je sais pas, ça a tout de suite résonné. Je me suis dit, tiens, peut-être que si l'éditeur qui a publié ce roman, enfin s'il a aimé ce texte, peut-être aimera-t-il le mien. Voilà, j'ai tourné un petit peu autour de cette idée pendant quelques jours. J'osais pas passer à l'action et puis finalement je me suis décidé. Puis j'ai envoyé en fait quelques lignes à Pierre disant tout simplement cela et en joignant le manuscrit. Et je me souviens bien de la date de l'envoi, puisque c'était le 24 février, c'était le début de la guerre. Voilà, et ensuite, les mois ont passé. Voilà, j'avais bien conscience que les éditeurs reçoivent beaucoup de textes, que les choses prennent du temps. J'imaginais que peut-être il avait été lu et que Pierre Fourniot y réfléchissait. Et puis le 12 septembre, parce que j'ai toujours pas mal la mémoire des dates, et notamment des dates importantes dans la vie, j'ai reçu un mail de Pierre tout simple me disant: «Bonjour, où en est votre projet?» Je lui ai répondu eh bien en l'état. Et voyons-nous, on s'est vu 2 jours après dans un café. Et puis là, Pierre a une phrase qui m'a beaucoup touché. Ça a été assez simple et direct, puisqu'il m'a dit, je crois que ce texte est exactement pour moi. C'est exactement ce que j'aime publier. Et il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'on fasse affaire, si je puis dire. Donc voilà, c'est une histoire assez jolie, assez simple et assez évidente, parce que voilà, je m'étais dit vraiment, s'il a aimé Tuer le fils, allez, je tente ma chance. Voilà. Est-ce que cette version te convient, Pierre? Absolument, c'est exactement ça. Alors, euh, le délai entre la réception du manuscrit et la réponse peut sembler un peu longue. En fait, à la Manufacture, c'est vrai qu'on aime beaucoup publier des primo-romanciers. Et c'est vrai que On dirait des hommes, c'est à la fois pas le premier roman de Fabrice, mais c'est aussi son premier roman, entre guillemets, noir, enfin dans une atmosphère sombre, avec ce côté twist final, suspense, un suspense psychologique, hein, beaucoup basé sur la psychologie au sein de cette famille, de ce père, des rapports entre le père et le fils, enfin des thèmes que j'affectionne beaucoup. Mais j'avais mis un peu de temps avant j'avais beaucoup de manuscrits à lire, c'est vrai. Donc il était de côté, et parce que Fabrice n'était pas un primo-romancier. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, zut, je suis passé à côté, j'aurais dû me dépêcher. Donc j'ai envoyé un mail un peu désespéré sur le thème, bon, où en êtes-vous? Et je craignais d'avoir une réponse. Ben, mon livre sort au mois d'avril chez Rivage, Gallimard ou où que ce soit. Et puis heureusement, ben, tout de suite, puisque je venais de lire le texte quelques jours avant, on a finalisé très rapidement. Et voilà, donc maintenant, eh ben, Fabrice Tassel, on en a fait un primo-romancier en littérature noire. Voilà. Et pour rajouter juste un petit élément d'information, c'est que 3 ou 4 jours après notre rencontre, un autre éditeur m'a dit c'est bon, je prends. Et je lui ai dit écoutez, désolé, c'est trop tard. Voilà. D'ailleurs, sur le genre du livre, c'est loin d'être évident de le classer dans un genre particulier parce qu'il a quand même plusieurs angles. En effet, c'est un roman noir, c'est évident.
Cela étant, j'ai vu passer roman policier, pour moi, ça n'en est pas forcément un. J'ai vu passer roman psychologique, là oui, clairement, mais je trouve que ce roman-là, il n'y a pas besoin de le classer, en fait, je pense, dans un genre, mais en tout cas, il a une puissance humaine qui est au-delà du raisonnable. Vous entrez véritablement dans les personnages que vous incarnez. Comment vous l'avez construit réellement en matière de littérature, c'est-à-dire en matière pas forcément de genre, mais en matière d'émotion, en matière de caractérisation des personnages? Est-ce qu'il y a eu une intention particulière? Et je pense qu'après, on parlera aussi de votre travail de journaliste, puisque j'ai vu que vous aviez écrit plusieurs articles dans l'Obs sur les violences faites aux femmes, ou cette chambre pénale dédiée aux violences intrafamiliales à Clermont-Ferrand. On parlera peut-être de cela après, mais d'abord, cette construction-là, comment elle vous est parvenue? Est-ce qu'il y avait une urgence à écrire aussi sur ces thèmes-là? Il y a beaucoup de questions, là, je me rends compte. Hein. On va déjà démarrer sur la première. Alors, moi, c'est vrai que quand je commence un livre, j'aime bien me poser avec précision la question, ça va être quoi le propos? Parce que si un roman, ça reste avant tout une histoire, voire une intrigue, et des personnages pour l'incarner, j'aime bien aussi me demander, mais qu'est-ce que je veux dire? De quoi je veux parler? Ça va être quoi le fil rouge? Ça va être quoi la thématique principale, même si le mot est pas très beau pour un roman, mais... Et là, en l'espèce, c'était le courage des hommes avec un petit H, voilà, nous, les personnages de sexe masculin. Je voulais écrire autour de ça. Ensuite, il faut un élément déclencheur, et souvent, ça vient par une lecture. Alors, c'est vrai que mon métier fait que je lis toute la journée des histoires, des articles de presse, des petits, des longs, etc. Et là, en fait, un jour, c'est une brève, je ne me souviens plus dans quel journal, mais une brève qui racontait l'histoire d'un homme qui avait sauté dans la mer pour essayer de sauver son fils, qui m'a frappé. Je suis resté plusieurs jours avec cette idée en tête et en me disant, mais diable, quelle scène terrible, qu'est-ce que ça doit être de vivre cela en vrai. Et puis voilà, au bout de quelques jours encore, enfin, la jonction de la lecture de cette brève et de la thématique du courage des hommes a été l'élément déclencheur. Ensuite, bien sûr, ce sont des thèmes qui se prêtent très très fortement à la psychologie. Et quant à la construction, j'avoue que j'ai trouvé les clés. Je l'ai écrit relativement vite. Je l'ai écrit en 11 mois, ce texte. Bon, ça paraît long, mais pour un roman, c'est pas si long. Mais c'est parce que j'ai, eu assez vite l'idée de faire cette construction avec entre le présent et le passé. C'est-à-dire qu'on a donc l'histoire au présent. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus après pour les lecteurs et lectrices qui l'ont pas encore lu, mais en tout cas l'histoire, donc une histoire qui se déroule au présent jusqu'au bout du livre. Et l'idée, c'était aussi d'intercaler une dizaine de chapitres, enfin 10 exactement, qui correspondent à l'âge du petit garçon qui ouvre le livre puisqu'il se noie dans la mer sous les yeux de son père. Hein, c'est ça l'ouverture du livre. Mais ces 10 chapitres m'ont permis de tracer aussi le portrait, d'un couple. C'est-à-dire que je voulais qu'en sous-texte, on ait aussi le portrait de qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui. J'ai bien aimé l'autre jour, il y avait Olivia de Lamberterie qui a eu la gentillesse de faire une chronique sur le livre, et elle a dit, voilà, il y a eu beaucoup de livres post-MeToo qui racontent les femmes post-MeToo, et c'est vrai que moi j'avais aussi l'envie de raconter c'est quoi un homme post-MeToo. Donc, ces 10 chapitres m'ont permis de raconter petit à petit le portrait d'un homme entre 30 et 40 ans, de façon à petit rejoindre, grâce à ce détour par cette décennie entre 30 et 40 ans, rejoindre l'histoire au présent, où là, les personnages ont 40 ans. Et le choix de cette décennie n'est pas un hasard, c'est que je trouve que c'est une décennie qui est absolument fondamentale dans la vie. Celle où on peut souvent la grande histoire d'amour arrive, celle des premiers choix professionnels, celle de la prise de décision, est-ce que nous allons avoir un enfant ou pas. Je trouve que 30-40 ans, c'est une décennie absolument passionnante et finalement, c'est celle où
beaucoup de choses se dessinent pour plus tard. Donc voilà, l'idée, c'était de construire ce portrait en creux un petit peu d'une génération, d'un homme, d'une femme à notre époque, et avec cette dimension, oui, post-MeToo, bon, je le formulais pas consciemment comme ça, mais en fait, c'est quand même vraiment aussi ce que je voulais raconter, puisque MeToo, ben, voilà, ça remonte à la nuit de temps, hein, mais le thème des violences conjugales, évidemment. Mais bon, je voulais l'inscrire dans ce moment aussi de notre époque. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Journaliste aussi, puisque en tant que journaliste et romancier, là c'est votre 4e roman, comment on évolue justement avec ces deux casquettes qui sont d'apparence similaires, mais en réalité bien différentes, Ouais. non seulement dans l'approche, mais aussi dans la forme. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette dichotomie, de cette différence que vous faites lorsque vous êtes journaliste et lorsque vous êtes écrivain. Ouais. Vous arrivez à Alors, switcher aussi facilement. pardon, la fin de votre question, c'était, est-ce que... Vous arrivez à switcher aussi facilement parce que j'ai pas retrouvé le journaliste justement dans le romancier. Je trouve que vous arrivez à faire ce qui n'est pas toujours évident pour un journaliste. La plupart du temps, on retrouve cette narration très peut-être un petit peu froide, un petit peu plus linéaire. Là, pour le coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait véritablement un romancier derrière le livre. Et ça, c'est plutôt très agréable. Eh ben, tant mieux, parce que, comment dire, ça me touche ce que vous me dites, parce que moi, j'ai commencé à écrire à 40 ans, donc c'est assez tard, en me disant que ça allait être un long chemin. Voilà, il y a des auteurs qui réussissent dès le début, mais bon, qui parfois n'ont plus grand-chose à dire. Moi, je me suis toujours dit, on va prendre le temps, on va installer les choses petit à petit. Et là, je pense que dans ce livre-là, oui, vraiment, maintenant, il y a une différence entre mon activité de journaliste et mon activité de romancier. Euh, euh, C'est-à-dire, mon métier de journaliste, comme je le disais il y a quelques instants, continue à me nourrir parce que je baigne en permanence dans des histoires. Euh, je lis, j'observe. Enfin, j'ai un métier, c'est quand même un métier assez luxueux où je dois toute la journée trouver des idées de sujets, lire des articles, ouais, comme je disais, des cours, des longs. C'est ça ma vie. Donc, une matière imprègne mon esprit sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est vrai que dans ce livre, là, je pense avoir trouvé vraiment une différence. Enfin, j'ai envie de dire que là, ouais, pour le coup, ma vie de journaliste n'est vraiment plus là, quoi, à part dans ce travail d'observation, quoi. Mais dans l'écriture, dans dans la construction, dans le fait de se lâcher, je trouve que l'écriture, c'est savoir aussi repousser des limites, se lâcher, oser dire certaines choses, oser aborder certains thèmes. Enfin, il y a une grande part d'intimité qui demande de lâcher un peu des freins, ce qu'on ne peut pas faire en étant journaliste, puisqu'il s'agit quand même de rapporter de l'actualité et des choses vérifiées, enfin, des choses exactes. Mais ça y est, je pense vraiment que sur ce livre et du coup sur ma pratique depuis 2-3 ans, j'ai trouvé vraiment le mode de séparation entre mon travail de journaliste et l'écriture. Je trouve qu'il est plus fluide, plus lié, et je pense que c'est par là qu'on peut trouver la trace de cette séparation, quoi. Voilà. Et mon métier de journaliste, ouais, alors, c'est marrant, l'autre jour, j'en parlais justement avec un autre auteur de la Manufacture de livres qui s'appelle Jérôme Leroy. Je lui demandais, est-ce que tu travailles beaucoup sur documents? Est-ce que tu as une grosse documentation? Parce qu'à lire tes livres, on a l'impression que oui. Et il m'a dit, tiens, en fait, non. En fait, quand je passe à l'écriture, ma documentation s'efface et le texte vient comme ça. Et je lui ai dit, bah tiens, moi c'est marrant parce que c'est pareil. Des fois, dans des phases un peu exploratoires, je peux mettre de côté des articles, noter des choses. C'est quand je tourne autour de l'idée. Mais là, c'est vrai que sur l'écriture de ce livre, en fait, tous les documents, je les ai mis de côté et je ne relisais rien. Ça y est, c'était dans ma tête, quoi. C'était prêt à commencer. Mais par exemple, pour évoquer ce que vous disiez, par exemple, oui, les reportages sur les violences conjugales, ouais, ça m'a été utile, mais pas tant que ça. C'est plutôt parce que de toute manière, je m'intéresse à cette thématique depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. Euh, j'ai pas retiré par exemple, je n'ai pas retiré un élément précis, concret ou un élément, ouais, c'est ça, d'une scène particulière de ce que j'avais pu observer dans les articles que vous aviez évoqués à Clermont-Ferrand, là, qui avait été publié il y a un an. Je n'ai pas retiré une chose précise et qui serait dans le livre. Vous voyez, il n'y a pas
il n'y a pas de bascule exacte entre mon métier. Là, c'est vraiment de la pure imagination. Ça sédimente, c'est dans ma tête, et puis ça ressort à un moment. Sur vos 3 anciens romans, vos 3 derniers romans, vous avez traité différents sujets, que ce soit la filiation, la fraternité et de manière plus ancienne, le côté politique, le pouvoir politique, Ouais. où là, on aurait pu voir un questionnement journalistique. Comment vous qualifieriez justement celui-ci, On dirait des hommes? Est-ce qu'il y aurait une thématique particulière qui pourrait la résumer? À mon sens, il y a toujours chez vous une enquête ou une quête plutôt. Là, j'ai l'impression qu'il y a différentes quêtes, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit une quête judiciaire avec ce juge d'instruction dont on parlera juste après, de cette instruction. Mais est-ce qu'il y a dans votre façon d'écrire une sorte de quête continuelle qui vous permet d'enchaîner vos idées, d'enchaîner vos éléments par rapport à l'histoire? Alors, comme je vous disais, donc la thématique du courage et de cette idée de maîtriser ou pas notre destin, ça c'est quelque chose, je pense, qui se retrouve un peu dans tous les livres et qui est particulièrement appuyé dans celui-ci. Moi, j'ai toujours eu peur dès que j'ai, enfin, de mes souvenirs d'ado ou de jeunes adultes, j'ai toujours eu peur de ne pas être libre, de ne pas parvenir à dépasser ma condition. Euh, Moi, je suis originaire d'une famille, enfin, pas du tout à plaindre, mais vraiment classe moyenne. Être journaliste et journaliste à Paris, enfin, c'était quand même pas du tout évident que les choses allaient se passer comme ça. Et je me souviens que vers 16, 18, 20 ans, c'est quelque chose qui m'oppressait beaucoup. Je me disais, mais diable, si je ne fais pas beaucoup d'efforts, si je prends pas les choses en main, si je n'ai pas une envie forte de réaliser quelque chose dans ma vie, je vais pas bouger de là. Enfin, et je voyais se dessiner une vie qui m'angoissait pas mal. Donc ça, je pense que c'est vraiment ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, mais je pense que ça traverse, enfin, j'imagine ou j'espère que ça traverse beaucoup de nos vies, c'est-à-dire voilà, de se poser la question en quoi puis-je me construire un destin. Mais à l'inverse, c'est vrai ce que vous dites, parce que Thomas, pour moi, incarne aussi beaucoup d'hommes que j'ai croisés dans ma vie. Vous savez, ces hommes qui, vers 40, 45 ans, se disent, mais finalement, j'ai pas maîtrisé grand-chose. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en couple sans avoir bien réfléchi à ce qui se passait, qui font des enfants qui ensuite ne s'en occupent pas vraiment, qui bossent pas forcément beaucoup pendant leurs études et ensuite ils se retrouvent avec un job qui ne leur plaît pas vraiment. Enfin, souvent, moi, j'ai croisé des gens chez lesquels j'ai pu percevoir une forme d'amertume à la moitié à peu près de la vie. Et ça, c'est quelque chose, ouais, qui m'angoisse beaucoup. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un thème assez important du livre. Et, et d'ailleurs, qui relie un peu tous les personnages, parce que autant les personnages masculins dans On dirait des hommes sont assez peu à leur avantage, autant tous les personnages féminins, et ça c'est vraiment un point sur lequel aussi j'ai voulu beaucoup insister, et en tout cas un point que j'ai voulu comment dire, faire apparaître au fur et à mesure de l'histoire, c'est la puissance de ces femmes, leur courage. Elles sont toutes quand même très lucides sur elles-mêmes, très lucides sur ce qu'elles vivent, sur ces difficultés. Moi, j'aime bien mes personnages féminins parce que je trouve elles ont beaucoup de courage. Et donc, c'est le pendant de la réflexion que j'avais juste avant sur les hommes. Voilà, avec tout donc du coup cette idée de courage. Donc, je pense que ça, c'est le fil qui relie les 5 personnages principaux du livre, c'est-à-dire les 2 couples, et cette juge au milieu qui enquête sur les 2 couples. Je pense qu'au final, je ne sais pas si vous l'avez ressenti ainsi, mais quelque chose les relie, et ce quelque chose, je pense qu'il tourne autour du courage et autour des thématiques aussi de la vérité et du mensonge, qui sont un petit peu des corollaires, parce que tout ce que je dis sur l'approche de la vie, ben, c'est guidé par, oui, comment dire, la lucidité qu'on a sur soi-même, notre capacité à nous mentir ou pas, ou alors à voir les choses en face, à se dire à certains moments, bon, bah, ça ne va pas comme je veux, je dois me reprendre, il faut être lucide sur soi-même. Donc, je pense que la vérité et le mensonge, c'est aussi un thème qui me travaille beaucoup. Avant de parler de ce couple-là dont on a beaucoup à dire, Anna et Thomas, tout commence, vous l'avez dit tout à l'heure, cette scène d'ouverture par cette chute de Gabi, donc cet enfant
de 10 ans qui donc chute malencontreusement, on va dire ça ainsi, par accident, et donc qui se noie. Thomas, donc, tout simplement, va... Au revoir, Pierre. Bien. Merci. Thomas va tout simplement essayer de le sauver. Il n'y arrivera pas, on ne spoile rien puisque c'est le début du livre. Et vous écrivez une phrase qui est assez fascinante. Tant de doutes pour une scène si brève, si cruellement simple. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'en un instant, tout bascule dans une famille. Là, pour le coup, cette scène d'ouverture est assez terrible et j'ai beaucoup souligné dans ces premières scènes parce que beaucoup de phrases avec des petits détails. Et c'est là où je trouve que vous avez une force assez incroyable, c'est que votre roman réside dans des petits détails qui nous font voir aussi l'humanité et l'inhumanité parfois. Je trouve que vraiment, vous avez réussi, que ce soit dans le milieu judiciaire ou dans le milieu du couple, vous avez réussi à distiller des petits détails qui illuminent en fait toutes les situations. Et je trouve que cette scène de début, où vous allez parler longtemps pendant toute la première partie de ce couple-là qui lutte contre ses démons, qui lutte contre la perte de leur enfant. Vous écrivez également l'appartement rempli par le vide, à se regarder sans plus trouver les mots, à rester sous la douche, à redouter d'en sortir, à attendre que le lendemain soit différent. Alors, c'est pas la phrase exacte, j'ai pris certains passages. Leur but ultime, véritablement, c'est de survivre. Oui, alors, ça me fait plaisir ce que vous dites parce que j'avais très peur d'écrire sur le deuil. Et je pense que j'y suis allé de façon prudente. Je trouve que c'est un thème tellement profond, mais aussi du coup très très risqué. Comment dire Oui, voilà, j'ai voulu ne pas trop en faire, par une forme d'honnêteté aussi par rapport au lecteur et par rapport à moi-même, parce que sans rien dévoiler de trop intime, je n'ai pas encore vécu cette scène et cet état de façon personnelle, ou en tout cas pas de façon aussi proche que celle racontée dans le livre. Donc, je me suis dit, par une forme de pudeur, n'y allons pas trop fort. Mais ça a rejoint ma manière d'écrire. J'aime bien écrire avec précision, sans trop en faire. Je n'aime pas beaucoup les livres trop surchargés. Je pense que j'ai aussi conscience de mes limites. Il y a tellement d'auteurs qui écrivent, je dirais, tellement brillamment qu'il faut rester modeste par rapport à eux. Donc, finalement, les choses sont assez bien tombées dans le sens où, voilà, sur la question du deuil, hein, et en tout cas sur la partie qui ouvre le livre, voilà, je suis resté dans une forme de sobriété, mais tant mieux si ça peut plaire. Et puis après, je pense qu'on retombe aussi, là, pour le coup, il peut y avoir une petite correspondance avec mon métier de journaliste. On apprend, quand on est journaliste, à écrire avec précision parce que des fois, par exemple, on a un volume, un article, il doit faire un certain nombre de signes et on peut pas livrer le double, donc il faut faire attention à être précis. Mais voilà, mais ça, je répète ça en même temps, c'est juste un petit truc d'écriture. Mais globalement, moi, j'aime bien écrire avec ouais, précision, sans trop en faire. Les mots ont un sens, des fois, c'est pas la peine de mettre 3 adjectifs lorsque un suffit. Donc j'essaie plutôt effectivement de chercher les petits éclats, où j'aime bien quand sur un détail ou sur un mot ou sur la description d'un vêtement ou de la météo ou d'un objet que tient un personnage, des fois ça suffit à le caractériser, pas la peine d'en faire des tonnes, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien écrire de cette façon-là et voilà. Je ne sais pas si, je crois pas que vous l'ayez dit, hein, mais comment elle est apparue pour vous? C'était vraiment le point de départ ou au contraire, euh, au départ, c'était peut-être l'histoire de ce couple-là que vous vouliez raconter et le décès, le deuil de cet enfant est venu ensuite. Comment s'est organisé aussi, comment se sont organisées vos idées par rapport à la construction de ces thématiques-là? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que euh, le mensonge, la vérité
d'un homme, d'une femme, au sein d'un couple, et ensuite entre un couple et d'autres personnages qui tournent autour d'eux, c'était l'élément central. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, cette scène réelle et malheureusement, enfin, j'ai pu la croiser encore dans d'autres journaux après. Malheureusement, ça arrive. Alors, pas forcément des enfants qui chutent d'une digue dans la mer, comme je le raconte, mais enfin des enfants qui se noient, etc., des parents qui essaient de les sauver. Malheureusement, ça arrive trop régulièrement. Alors voilà, cette scène-là, comme je vous le disais tout à l'heure, m'a frappé parce que j'imagine que cette scène doit absolument être horrible à vivre. Donc après, voilà, je l'ai utilisée comme levier, comme point de départ. Il me semblait que c'était une scène qui pouvait accrocher le lecteur assez fortement. C'est vraiment pour ça qu'elle ouvre le livre. Mais c'est vrai qu'ensuite, elle est avant tout comme je vous le disais, je voulais pas faire du deuil le sujet principal du livre. C'était pas l'idée et je ne m'en sentais pas forcément la capacité ou l'énergie, je sais pas comment dire. Donc voilà, c'est un levier, c'est un point d'entrée dans l'histoire, mais qui est surtout un point d'entrée pour les thématiques du courage et du mensonge. Voilà. Ensuite, pensez à Fabienne Cabou. Et Oui. vous faites allusion Mm. donc, à un personnage, Adélaïde Banca, Ouais. et c'est le seul nom qui n'est pas modifié. Est-ce qu'il y a une raison particulière? J'imagine que oui. Est-ce que c'est peut-être juridique ou pas? Mais vous citez tout le monde, Emmanuel Macron, Jean-Claude Roman, tous les noms sont véritables, sauf elle. Il me semble que c'est elle, hein. Il y a quand même de fortes Oui, oui, ressemblances. oui, bien sûr, c'est elle, ouais, tout à fait. Euh, Là, non, non, il y a pas de raison juridique. J'avoue, je me suis pas posé la question et Pierre ne me l'a pas posé. Non, mais comme c'est un peu un détournement quand même, bon, on la reconnaît assez bien, mais ça me semblait un peu délicat parce que on la reconnaît bien, mais enfin, la manière dont je la raconte dans le roman, il y a quand même un détournement assez fort, donc ça me semblait logique de ne pas l'appeler sous son vrai nom, quoi. Mais c'est vrai que vous avez raison, du moment où j'ai lu ce fait divers aussi, il s'est imposé assez naturellement comme un élément de récit qui pouvait m'être utile parce que j'avais trouvé cette histoire, donc l'histoire qui a ensuite, comment dire, donné naissance au film Saint-Omer. J'ai trouvé ce fait divers. Enfin, là, pour le coup, on en voit peu des faits divers comme ça. Je ne sais pas si tous nos, tous nos lecteurs et lectrices voit de quoi il s'agit, quoi. Mais c'est cette femme qui va déposer son enfant dans la mer, c'est hors norme, quoi. Donc et ça s'insérait bien dans le récit, quoi. Avec la thématique de la mer aussi, enfin de la mer, l'élément. Mm. En effet, sur la vérité et sur le mensonge, clairement, j'ai l'impression que c'est un roman sur les petits mensonges qui ont de grandes conséquences. Ouais. Justement, sur ce sens du détail, là aussi, il y a quand même chez vous cette notion de détail parce que le mensonge arrive très tardivement dans le livre. Mhm. Il arrive plutôt tardivement, vous mettez en place tous les éléments et vous faites monter la pression, vous faites monter la sauce. Mhm. On attend, clairement, on sent qu'il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose qui cloche Mhm. chez ces couples, chez tout le monde en réalité, sauf peut-être la juge, et encore, quoique. Euh, Mhm. vous arrivez à caractériser autant de personnages avec autant, en gardant en réalité toute votre matière? Parce que je trouve que vous gardez beaucoup en vous pendant un long moment du livre. À quel moment ça s'arrête en réalité? J'ai l'impression que vous étiez comme une juge d'instruction qui dit à un moment donné euh, qu'une infraction, qu'un délit, qu'un crime, il va falloir s'arrêter à un moment parce que si c'est trop avant, ça ne sert à rien. Si c'est trop après, ça ne sert plus non plus. Donc il faut qu'il y ait une sorte euh, Mhm. de temporalité bien claire sur les éléments qui Mhm. vont s'enchaîner ensuite. Ouais. Bah, donc il y a une grande accumulation de petits mensonges. C'est exactement ça. Je veux dire, Thomas, on voit bien petit à petit notamment, il y a ce passage où il perd son emploi et il le dissimule à sa femme, qui est un moment un moment un petit peu charnière du livre. Si on se met 2 secondes dans la vraie vie, c'est à la fois
pas grand-chose, et en même temps, c'est assez horrible de faire ça. On imagine quand même tout ce que ça veut dire en termes de manque de confiance dans l'écoute, dans le soutien qu'aurait pu lui apporter Anna. Euh, et voilà, donc j'ai essayé d'accumuler des petits mensonges qui à la fin vont éclairer l'ensemble du personnage. C'était aussi effectivement une manière de faire monter la tension. Et puis je pense que oui, cette juge, en fait, elle a de l'intuition, quoi. Elle a senti que quelque chose cloche. Donc, elle, euh, et ça, je voulais un peu rendre, comment dire, de l'humanité à ces juges. J'en ai croisé quelques-uns dans ma vie, je trouve que c'est un métier absolument formidable, et qui est trop décrié, mais trop décrié parce que la machine judiciaire en elle-même fonctionne avec tellement de lourdeur, de lenteur. Qu'on a parfois tendance à occulter le travail des hommes et des femmes qui sont souvent quand même des gens vraiment passionnés et passionnants. Enfin, j'ai suivi beaucoup de procès pour mon métier et voilà, moi je suis vraiment totalement admiratif de la capacité qu'ont ces gens à comprendre des vies, à rentrer dans des mécaniques intimes. Et donc, je trouvais qu'il y avait une belle correspondance entre ce métier qui consiste à flairer les petites choses qui clochent, à repérer sur des petits détails en quoi une affaire peut basculer. Et de l'autre côté, du côté de Thomas, effectivement, oui, cette accumulation de petits ratés dans sa vie que petit à petit la juge va déceler. Donc, il y avait une rencontre entre leurs deux trajectoires, je trouvais intéressante. Alors justement, c'est ce que je vous disais tout Ouais. à l'heure, enfin un romancier qui s'attaque à un juge d'instruction, mais dans la partie plutôt humaine et non pas froide de manière juridique et de manière procédurale, parce qu'il y a les deux là en réalité. Elle s'appelle Dominique Bonté. Euh, Mm. et justement, je trouve que vous la rendez parfaitement réelle. On s'attache à elle clairement, notamment sur le fait qu'on compatit sur cette dureté mentale, cette charge mentale au quotidien à écouter des victimes ou des bourreaux. Et je vous cite, vous dites que cette juge, elle est un tiers juge, un tiers, j'ai mal écrit, un tiers juge, un tiers psy Si, ouais. et un tiers éducatrice, un tiers éducateur. C'est vrai qu'en réalité, le métier de magistrat est ainsi où euh, on écoute, on cherche, on trouve parfois, mais on ne trouve pas forcément à chaque fois. Mais ce métier-là, cette dureté mentale-là, elle est rarement évoquée dans la matière romanesque et je trouve que vous le faites admirablement bien. Racontez-nous aussi, alors, vous nous avez raconté déjà cette volonté de mettre en avant un juge d'instruction, mais comment vous avez travaillé aussi le sujet, comment cette femme-là vous est apparue réellement, puisque on sent que c'est un personnage extrêmement fort. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le personnage principal, mais il n'en est pas loin, en tout cas, même si Thomas Mm. a une grande place, Dominique Bonté a quand même une place forte dans ce roman, Mm. que c'est mon côté juridique Mm. Mm. qui a fait que c'est un personnage principal. Je ne sais pas, mais je trouve qu'elle est. Je pense qu'il faut en parler aussi de cette juge d'instruction. Ouais, c'est amusant parce que j'ai pas mal de retours de lectrices et de lecteurs qui s'attardent beaucoup sur Dominique Bonté, euh, que je voyais pas forcément dans cette place-là dans l'esprit des lecteurs, mais ça me frappe. Donc voilà, il y a quelque chose autour d'elle. Euh, je pense, comme vous le disiez, c'est une accumulation ça de choses que j'ai pu voir en tant que journaliste. Et là, en vous écoutant, je faisais redéfiler un petit peu comme ça des procès, des choses. C'est souvent les femmes qui m'ont impressionné quand elles sont magistrates. Je trouve que j'ai souvent vu des présidentes de cours d'assises ou de chambres correctionnelles, hein, qui avaient plus d'écoute. Je sais pas comment le dire autrement, mais plus d'empathie, plus d'intérêt. L'an dernier, là, le sujet donc que vous évoquiez, la création de chambres pour juger des délits intrafamiliaux à Clermont-Ferrand. Donc, c'est un tribunal où une chambre spéciale a été dédiée et 2 fois par mois, il n'y a que des auteurs de violences conjugales qui sont jugés à la chaîne pendant une douzaine d'heures. Et donc, ça a vraiment un effet pénal, judiciaire très efficace parce que petit à petit, les hommes s'écroulent les uns après les autres
en voyant les dossiers passer avant eux. Enfin, il y a vraiment un effet très fort sur les auteurs de violences conjugales. Eh bien, ce pôle spécialisé a été créé par un groupe de femmes que j'ai trouvé absolument admirable, donc qui travaillent au tribunal de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que quand le président du tribunal a dit j'aimerais créer cette structure, qui veut en être, eh bien, il n'y a eu que des femmes dans différents services qui ont dit moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse. Et je trouve que ça reflète assez bien, euh, voilà, enfin en tout cas ça a fait écho moi avec ce que j'ai pu observer dans des tribunaux. Au moment d'audience, j'ai trouvé les femmes souvent plus fines, plus psychologues, plus intéressantes. Donc, je pense que tous ces souvenirs accumulés ont abouti au personnage comme ça de Dominique Bonté. Et puis, oui, avec l'idée d'incarner avec beaucoup d'humanité, parce elle est passionnée, elle est un peu baroque. Bon, elle a toutes ses règles juridiques à respecter. À la fois, elle le fait parce qu'elle est consciencieuse, mais en même temps, qu'est-ce que ça l'embête parfois d'avoir notamment son procureur adjoint sur le dos, Bernard Giffard, qui lui dit bon, ferme les dossiers, ferme les dossiers, ferme les dossiers au plus vite parce qu'il y a les statistiques à remplir. Ça aussi, je pense que c'est quand même un travers lourd de la justice. Mais elle résiste, et notamment sur la mort de Gabi, qui est un accident relativement banal. Elle tient à respecter les délais. Il lui reste dans le livre, quand le livre commence, il lui reste 1 mois pour boucler le dossier. Et bien, comme elle est consciencieuse, elle va prendre tout le temps nécessaire, et un petit peu pour embêter Giffard aussi, pour clôturer le dossier. Donc voilà, j'aimais bien essayer de mêler l'alliance d'une grande humanité, d'une grande empathie que j'ai pu remarquer dans des affaires judiciaires, et en même temps son côté très sérieux et qui va lui permettre de complètement résoudre cette affaire banale. Je rebondis sur le propos de Fabrice. C'est aussi un roman sur la dureté de la justice française, même si ce n'est pas évidemment le sujet principal, mais il y a quand même évidemment beaucoup d'éléments, notamment sur cette scène marquante où ses parents tout simplement disent mais qui va lire cette ordonnance de clôture d'instruction? Elle sera lue donc par un procureur adjoint et elle finira dans les archives. Voilà à quoi se résume la vie de cet enfant aussi. Je trouve que les propos sont... Vous avez une douceur pour expliquer des choses extrêmement fortes et je trouve que c'est dans ces petits détails véritablement que le roman est véritablement très bon. Mais justement sur cela, sur ces détails-là, vous en êtes conscient de la puissance de vos phrases? Ah, oh, ça, non, non, non. Enfin, comme je vous dis, moi, non, non, ça, je sais pas, j'ai pas immensément de recul sur mon écriture. Moi, j'essaie d'écrire comme je peux faire, j'ai envie de dire, comme je sais faire. Après, tant mieux si ça résonne, mais je me dis pas, oh là, je vais faire un truc puissant. C'est pas à moi de le dire. Bon, je le dis alors. Bon, voilà. Yes. Bonsoir. Moi, Bonsoir. j'avais envie de rebondir sur ce que vous avez dit sur les juges femmes qui vous ont inspiré ce personnage. Malheureusement, j'ai pas encore lu votre livre, donc je vais juste faire des suppositions et puis peut-être dialoguer sur vos choix d'écrivain par rapport à ça. Donc, vous avez choisi d'avoir une juge femme qui est aujourd'hui la majorité dans l'institution judiciaire. Il y a plus d'avocates et de juges femmes, je crois, que d'hommes. Mais par rapport au sujet qui nous occupe, qui sont les violences intrafamiliales, ce qu'on peut voir aussi dans la société, c'est que ça vient renforcer chez certains masculinistes, l'idée que de toute façon, ils vont être jugés par des femmes et que de toute façon, la société va être contre eux parce que le système judiciaire est aux mains des femmes. Et donc, moi, je voulais savoir déjà, ma première question par rapport à ça, c'était est-ce que vous avez été conscient de ça quand vous avez choisi de mettre une juge femme et voilà, alors je ne sais pas la fin, donc je ne sais pas qui est le coupable. Bref, je ne veux pas savoir, ni personne ici qui n'a pas lu le livre. Et je voulais aussi revenir sur cette remarque qu'on entend assez couramment, pas seulement dans le domaine judiciaire, mais dans le domaine professionnel, que les femmes auraient une autre manière de travailler, plus douce, plus à l'écoute, est-ce que ça n'enferme pas non plus les femmes dans un certain style? Est-ce que ça les empêche pas de se mettre en colère? Est-ce que ça les empêche pas, quelquefois, de taper du poing sur la table? Enfin voilà, en tant qu'écrivain qui êtes le marionnettiste de ces personnages, quelles questions vous vous êtes posées par rapport à ces aspects-là de sexualisation des rôles?
D'accord. Ah oui, bonne question. Alors, je vais peut-être rebondir d'abord sur la fin de votre intervention. Euh, Comment dire, je veux pas enfermer les femmes. Enfin, vous verrez, si vous le lisez, Dominique Bonté, elle a aussi beaucoup de tempérament, et elle est capable de taper du poing sur la table. Donc, elle a vraiment aussi cette dimension-là en elle. Euh, mais là, enfin, je vais répéter un petit peu, mais euh, je pense qu'il y a une capacité d'empathie, de psychologie qui est quand même très, très, enfin, ouais, que je ressens comme étant plus forte. Voilà, je trouve souvent les femmes plus intelligentes que les hommes. Je sais pas comment le dire autrement. Après, sur ces matières-là spécifiquement, euh, moi, ce que j'ai pu observer pour avoir travaillé dessus professionnellement, je pense que c'est pas rien quand même quand un homme se voit infliger une peine par une magistrate. J'ai souvent remarqué il peut y avoir effectivement un sentiment un peu de réaction viriliste, un peu masculiniste au début d'une audience ou d'un interrogatoire. Mais moi, j'ai eu le sentiment de souvent voir des hommes finalement s'écrouler, peut-être plus qu'ils ne le feraient par rapport à un homme, être plus touchés, être plus vexés, être plus humiliés et au finalement voir un acte pénal, si je puis dire, plus réussi. Donc, je voulais, par rapport aux thématiques du livre, ça me semblait important que Dominique enfin, que la magistrate qui enquête sur l'affaire soit une femme. Euh, après, euh, Après, ce que je rebondis aussi sur un élément que vous évoquiez sur le fait qu'il y a de plus en plus de magistrates, enfin, dans la magistrature, c'est vrai, mais assez peu au poste de direction. Et ça, je pense que, enfin, souvent, les chefs de juridiction sont encore dans une très grande majorité, des hommes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu, regrettable. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais Oui, 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 oui. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en poser une autre. si, enfin, mais je veux pas, ouais. Non, Ah, ça me ouais. faisait aussi penser à l'après-condamnation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez lu ou écouté le podcast de Mathieu Palin sur la violence des hommes. Oui, ouais. Moi, j'ai juste écouté l'émission sur France Culture, j'ai pas encore lu son livre. Hmm, Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce travail, c'était que même dans les groupes de parole hmm, qui avaient pour but de travailler avec ces hommes sur leur violence et sur la reconnaissance de la violence dont ils étaient les auteurs, les seules personnes avec qui ils étaient en contact, c'était des femmes. Donc finalement, c'est un peu ce qui se passe à la maternelle. Toutes les maîtresses sont des femmes. Le petit garçon se fait punir par une femme. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas, je vais dire peut-être une énormité, hein, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité qui est quand même des hommes dans ce système et judiciaire et pénal pour que les hommes se sentent pas les hommes qui ont bien entendu commis des crimes, hein, je ne parle pas des autres, se sentent pas punis par une société qui a pris le parti des femmes, mais qui se sentent effectivement recadrés et peut-être tirés vers le haut par une société qui mélange les hommes et les femmes. hmm. Mais c'est plus une réflexion Ouais, sociétale, hein, ouais. c'est plus tellement de la littérature, là. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Non, si, je pense que vous avez raison. Après, peut-être qu'on est un petit, enfin, j'espère que dans les processus après les peines, etc., j'espère qu'ils croisent quand même des hommes. Là aussi, on s'éloigne un petit peu du livre et on est plus dans la discussion sociétale, mais j'espère qu'ils croisent aussi des hommes dans les groupes de parole. Mais moi, pour avoir écouté le podcast aussi, moi, ce qui m'a frappé, et je l'avais vu dans le reportage à Clermont-Ferrand que j'évoquais tout à l'heure, c'est justement enfin, le long chemin qu'il reste à faire, même quand un homme est condamné, quoi. Enfin, et j'avais été frappé notamment par, parce que j'ai assisté à pas mal d'audiences comme ça, où les hommes passent 10, 12, 15 dans la journée, et souvent j'ai été frappé par l'absence totale de regret, de remords. Il y a pas d'excuse à la barre, quoi. Souvent, ces hommes-là euh, peuvent admettre à un moment leur faute, mais de là à s'excuser auprès de leur ancienne compagne, jamais. Les enfants n'existent pas. Il n'y a jamais aussi de regrets exprimés par rapport aux enfants. Donc c'est vrai que je pense que même après une condamnation, en fait, c'est vraiment le tout début du chemin, quoi. Après, est-ce qu'ils doivent être plutôt
accompagné par des femmes, par des hommes. Non, je pense que vous avez raison. C'est sans doute mieux s'il y a un petit peu des deux, mais quand même, vous ne croyez pas qu'une société où des hommes à un moment se diraient, bon, le vent change, le vent tourne, c'est quand même enfin, il me semble que c'est important qu'ils le perçoivent quand même, je crois. Même si bon, il y a un chemin fou encore à faire, et c'est ça aussi que je sais pas si vous étiez là au début de l'intervention, mais c'est vraiment une dimension que j'ai voulu exprimer. Voilà, c'est quoi un homme dans l'ère post-MeToo, et vous verrez si vous le lisez, mes personnages sont quand même ont conscience des choses et ne sont pas très fiers de certains de leurs états d'âme ou de leurs actes. Voilà, mais je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais bon, j'espère que ça avance quand même un petit peu. Oui, certainement. Doucement. Conjugale, il faut qu'on parle de ce deuxième couple, donc Patrice et Iris, puisque c'est un homme violent, Patrice est un homme violent, et justement, cette juge d'instruction s'interroge sur la réalité des faits. Il y a un dialogue plutôt poignant aussi avec Iris et Dominique Bonté, qui lui dit « Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Et elle lui répond « Mais comment je fais pour partir avec 1 200 € et 2 enfants ?» Pourquoi personne ne comprend cela? Pourquoi personne, aucun juge ne comprend qu'en effet, ce n'est pas aussi simple? Et ça aussi, ça réside dans votre faculté à mettre des petits détails qui disent tout d'une certaine réalité judiciaire et humaine. Là, vous le dites, pourquoi personne ne comprend ça dans la vraie vie, si je puis dire? Non, c'était le dialogue. Oui, non, d'accord, oui, j'ai compris la question. Bah ça, oui, mais ça, je pense que c'est pleinement aussi une réalité des violences conjugales. Oui, énormément de femmes dans des situations de violence veulent partir, mais ne peuvent pas. Enfin, effectivement, enfin, il y a une réalité économique. Dans les 3 quarts des cas, ce sont elles qui s'occupent des enfants. Donc, effectivement, et d'ailleurs, on voit bien que l'immense majorité des féminicides ont lieu au moment d'une séparation. C'est vraiment un point de départ extrêmement classique, mais parce que les femmes souvent gèrent tout à la maison, dans tous ces couples qui vont mal, et du moment où elles veulent prendre leur indépendance, souvent ça fait déraper les hommes et ça les fait vriller complètement, quoi. Donc ouais, c'est ça que j'ai voulu raconter aussi dans le couple Patrice-Iris. Et puis alors Patrice aussi, Patrice Le Bihan, le personnage, l'homme violent du couple, voilà, me permettait de faire un contrepoint assez marqué avec Thomas, même si petit à petit l'histoire va aussi les relier à travers cette juge d'instruction. Mais c'est vrai que je voulais aussi dépeindre à côté de Thomas, qui au fond n'est pas un mauvais type. Il a quand même des côtés attachants, il se pose quelques questions, il a conscience de ses lacunes et tout. C'est vrai que j'avais envie de dessiner à côté une de ces brutes épaisses dont malheureusement on entend parler dans les journaux presque tous les jours. Enfin, moi, je suis frappé sur le début de l'année 2023. Là, c'est complètement vertigineux, le nombre de féminicides. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de dépeindre un homme aussi dans toute sa rugosité, médiocrité, et puis une femme à côté, Iris, sa femme qui est si courageuse, si lucide, qui n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu, hein, mais qui va essayer quand même de les jouer au maximum pour avoir une meilleure vie, quoi. Je pense que ça, oui, ça correspond à la vie de beaucoup de couples, beaucoup. Doute aussi sur la réalité des faits, comme on est en fait dans la peau d'un juge d'instruction, clairement. C'est pas à un moment donné, vous arrivez quand même à nous mettre le doute alors que potentiellement il n'y a aucune raison de douter, mais avec votre sens du détail, vous arrivez quand même à nous faire dire, et si elle mentait tout simplement, et si elle mentait, est-ce que véritablement les coups ont été portés ou non? Voilà, mais je trouve que là aussi, vous êtes très malin. Vous êtes très... Mais sur le parallèle avec... Oui, pardon, allez-y, Fabrice. Ouais, non, mais c'est des affaires, je pense, où alors là, je vais un tout petit peu extrapoler. Je ne suis pas juge, mais oui, je pense que dans ces affaires-là, enfin, on sait bien, le parole contre parole, le manque de preuves doit entraîner des questionnements, des états d'âme chez les juges. Enfin, moi, j'aimerais pas, en vrai, faire ce métier, rentrer chez moi le soir et se dire, mais est-ce que cette femme qui me dit avoir été battue, mais comment puis-je le prouver? Comment être certain? Enfin,
on connaît tous le truc par cœur, quoi, de ces dépôts de plainte, qui sont mal pris en compte par les policiers en plus, ou parfois mal retranscrits. Il y a un livre, par exemple, je sais pas si je vais me permettre un autre conseil de lecture, c'est le livre Sambre, qui a été écrit par Lise Géraud, et qui raconte l'histoire donc de ce type dans le Nord qui a été jugé au printemps dernier, qui a pris 20 ou 25 ans de prison pour 57 viols et agressions sexuelles commis depuis 1986. Et le livre raconte formidablement bien comment, en fait, pendant presque 35-40 ans, la machine judiciaire n'a pas réussi à prendre au sérieux ce violeur, cet agresseur, tout simplement parce que les premières années, on n'était pas dans la période MeToo, mais les flics recevaient des femmes, mais ne les croyaient pas vraiment. Je veux dire, il y en avait un, je me souviens, il avait écrit EBATS, EBA, sur le dépôt de plainte, alors que la femme lui parlait de coups, d'agressions sexuelles. Non, il avait retranscrit ça comme des ébats. En fait, c'était presque la plaignante qui avait peut-être séduit ce type, quoi. Et ça a été le climat pendant des décennies autour de ces affaires. Donc c'est vrai et je pense que ça reste encore vrai aujourd'hui, que bien des dossiers doivent rester enlisés, parce que s'il n'y a pas une volonté à un moment, ou d'un policier ou d'un magistrat, pour déjà au départ croire davantage la plaignante et se dire oui, ce qu'elle est venue raconter est vrai, et il faut en quelque sorte cette volonté humaine. C'est vrai que j'ai voulu retranscrire dans cette affaire entre Patrice et Iris, où finalement, s'il n'y avait pas eu Dominique Bontet, qui a pris l'affaire au sérieux, ce couple aurait pu rester avec cet homme violent et cette femme en souffrance. Thomas et Patrice, c'est intéressant parce que Thomas, vous l'avez dit, je trouve qu'il s'interroge beaucoup. Il y a beaucoup d'introspection chez Thomas. Il dit même à un moment donné, alors c'est pas lui qui parle, mais c'est le narrateur omniscient, mais sera-t-il un jour quelqu'un d'autre que l'homme qui a perdu son fils? C'est vrai que ce côté victimaire, ce côté plaintif n'est pas forcément appréciable, même quand on est en deuil. Et en tout cas, ça peut durer longtemps. Et je trouve que là aussi, vous mettez le doigt dessus. Oui, c'est pas foncièrement un sale type. Il se posait ses questions, il s'interroge, mais voilà, quand on le croise dans le livre à l'âge de 40 ans, il a parfaitement conscience, et comme je le disais au début, le récit de sa vie entre 30 et 40 ans lui a permis de petit à petit comprendre qu'il n'avait pas fait les choses toujours bien, qu'il n'avait pas été lucide, pas courageux. Et voilà, il s'interroge, mais il sent le vent de la défaite arriver, et il a le sentiment notamment que ce drame en est l'incarnation, quoi, est le point de départ, ou plutôt l'acmé un peu d'une vie qui est en train de mal tourner. On va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait. Fabrice, voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. C'est bon. C'est parfait, vous souriez bien. Fabrice, c'est à vous. Vous voulez un extrait alors? D'accord, ok. Allez, c'est parti. J'ai choisi un extrait, alors du coup, je vais mettre mes lunettes. J'ai choisi un extrait qui est plutôt vers la fin du livre, parce que ça incarne un peu l'état d'esprit de Thomas, mais ça ne va pas dévoiler l'histoire pour autant. Même s'il se diluait souvent dans ses mensonges, Thomas avait besoin des avis et des conseils d'Anna. Il ne s'imaginait pas vivre sans elle. C'était même de moins en moins concevable à mesure qu'il perdait le contrôle de son existence. Il ne s'en relèvera pas. Sans Anna, il serait sans repère, presque sans mémoire. Il ne pouvait pas la perdre, même si son intelligence et son rayonnement pouvaient le mettre en colère, l'humilier. Il avait parfois de mauvaises pensées, alors il lui parlait mal, ses mots rauques sortaient en rafales, coupant comme ces balles qui traversent un corps en déchirant tous les organes qu'elle rencontre. Il pouvait rabrouer Gabi, agacé par la concurrence du gamin. Même triste et furieux, hier, il n'avait rien dit. Il ne s'était pas battu, accroissant sa fureur contre lui-même. Il avait encaissé ce qui n'était même pas une annonce, plutôt la suite d'une réflexion qui s'étirait depuis des années. Il était seul, père sans vraiment y avoir réfléchi, parce qu'un homme est supposé bâtir une famille. Derrière la liberté de son éducation, il avait grandi enfermé dans une histoire déjà balisée.
Il y avait tellement de choses qu'il avait faites d'après un vague modèle, surtout dessiné par ses parents. Sa bande de copains, les études courtes, l'argent, vite, pour la moto et la bagnole, la copine, le boulot, l'appartement, l'enfant. Il avait suivi le mouvement. La veille, il n'avait rien dit. Il ne pouvait rien changer à la décision d'Anna, et surtout, il ne savait plus ce qu'il désirait. Le futur se dérobait, sa vie se figeait, et il s'enfermait dans son silence. Dans la nuit, en roulant vers Paris, alors qu'Anna et Gaby dormaient, Thomas redoutait de n'être qu'un lâche. Merci. Il y a aussi, une fois de plus, encore un autre élément dans le livre, c'est cette lettre terrible qu'Anna écrit à son mari, mais qu'elle ne lui donne pas, qu'elle brûle. Cette idée de lettre, justement, cette idée de lettre, entre guillemets, silencieuse, est-ce que c'est quelque chose qui chez vous, en tout cas, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà matérialisé? C'est plutôt rare d'autant mettre de sentiments, et cette lettre, elle est assez... on aurait aimé qu'elle soit donnée à son mari. Mais comment vous la ressentez? Comment vous l'avez composée aussi? C'est très, très délicat d'écrire des lettres, et encore plus des lettres d'amour. Là, pour le coup, elle lui demande de faire un pas vers elle, en réalité, d'éviter l'isolement après un deuil. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Mais elle ne l'en voit pas. Et là, je pense que ce que je voulais peut-être mettre en relief, là, c'est pas toujours facile dans un couple de tout se dire. Voilà, parce qu'elle, oui, sa lettre, c'est vraiment le langage de la vérité, c'est tout ce qu'elle éprouve. Après, il y a la particularité du moment, puisque comme le couple est en deuil, elle perçoit, pardon, la grande fragilité de Thomas, et voilà, c'est aussi ça qui la pousse à ne pas lui remettre ce document. Mais c'était plus pour exprimer l'idée que voilà, c'est pas facile de tout se dire, et aussi c'est pas facile de sentir l'autre fragile, parce qu'en fait assez vite dans le livre on sent que Anna commence à porter un regard un petit peu dubitatif, légèrement suspicieuse. Elle l'aime encore Thomas, mais elle a ses 10 années derrière elle, enfin, et même un peu plus. Elle sait qui il est, elle sait ses travers, elle sait ses faiblesses. Et voilà, je trouve que c'était un des intérêts aussi du livre, c'est aussi une histoire d'amour qui est en train de s'achever, mais qu'il est difficile de formuler ainsi. Et c'est aussi une bonne manière, il me semblait que c'était une bonne manière aussi de, toujours pareil, de revenir à cette idée de courage et de lucidité des deux personnages par rapport à leur couple. Thomas est plutôt dans une période où il se dit qu'il a besoin encore d'Anna, il se dit qu'il veut encore s'appuyer sur elle, il en a besoin un peu comme le petit garçon qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être, tandis que Anna, elle, commence à sentir les grandes failles dans leur couple, et je trouvais que cette lettre était utile pour cela, et je trouvais important de la mettre dès le début du livre, quoi. C'est-à-dire, même si, n'oublions pas une chose importante, elle la brûle. Donc elle met ses idées à elle au clair, si je puis dire, et ça aide le lecteur à comprendre des choses, mais elle ne la lui donne pas. Que vous êtes né en Bretagne, je crois que vous êtes né ou vivez en Bretagne, je ne sais plus. J'y suis né et je vis à Paris. Voilà. Le lieu, il est aussi frappant parce qu'il permet aussi, c'est ce que vous dites au début du livre, de s'évader, de ne pas s'évader en réalité, les deux parents reviennent sur les lieux de l'accident. Et ça, c'est plutôt un choix extrêmement fort de ne pas partir dans des moments où justement, quand on veut faire le deuil, c'est tout l'inverse en principe qu'on pourrait faire, mais il décide de rester. C'est un choix fort aussi. Pourquoi justement vous avez décidé de laisser ses parents sur place? Alors comment dire, je ne l'ai pas vraiment conceptualisé, ou pardon, peut-être que je commence un tout petit peu à fatiguer. Alors non, je trouvais que je voyais pas l'histoire se passer dans un cadre urbain, ça me semblait
comme enfermant, oppressant. Voilà, j'avais envie de les inscrire dans de la nature. Après, je trouvais assez belle, même si c'est une beauté peut-être un peu morbide, mais voilà l'idée que depuis la terrasse de leur maison, ils puissent voir ou presque voir ce point dans la mer où reposait leur fils. C'est un peu dur comme image, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait une forme de beauté et que c'était important, notamment pour le début du livre, parce que ça leur permet voilà, d'affronter leur deuil, quoi. C'est quand même un couple qu'on retrouve au début qui est assez combatif, qui essaie de reconstruire sa vie, qui est soudé, même si la lettre montre qu'il y a des questionnements et des failles qui commencent à apparaître. Mais bon, c'est quand même un couple qui essaie de faire face et de se bagarrer par rapport à cet événement. Donc, ouais, les inscrire, je les voyais pas fuir. Et je raconte un moment une scène où toute leur famille leur dit, mais allez vous installer dans le sud, allez, partez très loin de là. Non, ils ont résisté. Et ça, c'est aussi une manière de montrer la force de Anna. Anna, quand même, on en parle un petit peu moins ce soir, parce que c'est vrai que le prisme masculin du livre est assez fort, mais dans toute la deuxième partie du livre, quand même, Anna est une femme extrêmement courageuse, et donc pour elle, c'était inconcevable de quitter quelque part son fils qui repose près d'eux. La définition d'Anna, c'est tout simplement la notion de vérité. Il n'y a Ouais, rien qui dépasse. C'est le oui, parangon de vérité. oui, tout à fait. Vérité et amour, c'est-à-dire elle aime la vérité, elle est honnête par rapport à elle-même, elle attend la même chose de Thomas, et bon, voilà, ça va évoluer un peu au fil du temps, mais par exemple, entre 30 et 40 ans, sur un des épisodes, là, elle prend très mal le mensonge qu'il lui fait, là, par rapport à son précédent emploi, mais bon, elle l'aime assez pour rester. Elle est honnête, elle est entière, elle ne veut pas non plus elle n'a pas voulu le quitter au premier écart qu'il a pu faire. Elle est entière, elle est pleine, mais il y a un moment où quand même, c'en est trop. J'ai un passage sur elle, si vous voulez. Eh bien, parfait. Ouais, je lis aussi, puis bon, Allez, super. je lis. Je l'avais choisi pareil, c'est plutôt vers la fin du livre, mais ça ne dévoilera pas les détails de l'histoire. Pardon, je me mets bien. Lorsqu'Anna ressort du palais de justice, le ciel bleu marine s'est effacé, mais la nuit n'est pas totale. Les étoiles de la fin d'été résistent. Au pied des marches, elle s'arrête, hésite. Elle sait seulement qu'elle ne va pas rentrer. Elle avance, la démarche incertaine, comme si on lui avait bandé les yeux. Elle se retourne. Dominique a fermé la fenêtre de son bureau, mais elle l'ouvrira pour tirer sur sa cigarette jusqu'à se brûler les doigts. Anna connaît ses manies. Son corps n'est qu'une enveloppe qu'on vient de vider. Les pavés sont inégaux, presque aussi usés que ceux de la digue. Anna s'engage dans la grande rue dont elle pourrait raconter dans chaque chambre leurs odeurs de médicaments ou de vieillesse, les lattes de parquet qui craquent, la lumière sur les meubles selon l'heure de la journée, les croix au-dessus des lits ou la télé en face. Anna est le soldat avancé sur les lignes de front, au milieu de la maladie, un accident, la mort, celle qui indique la route pour éviter les bombes ou qui répare quand le mal est fait. Elle est une voisine régulière de la douleur, on connaît ses rouages intimes, ses assauts violents et ses phases de repli, sournoises, souvent cachées où on ne l'attend pas. Mais cette nuit, Anna n'a plus de repères. Elle découvre un continent inconnu où la rage et l'effroi sont mêlés dans un vertige si puissant qu'elle pourrait s'envoler si le vent d'aventure se levait. La grande rue est courte, elle débouche sur le quai, sombre, seule la lune dessine un chemin lumineux sur la mer. Se lasse-t-on un jour de ces images ? Anna se remplit les yeux, se souvient de sa première rencontre avec cette ville, cette évidence, puis de ses premières semaines, leurs plus belles, quand Anna avait accéléré leur déménagement, épuisée de voir Thomas prendre à reculons le chemin de l'agence immobilière. Ici, il semblait retrouver un peu d'énergie entre deux colères. Mais un coup de foudre finit souvent mal, la vie n'est jamais si généreuse. Il faut croire qu'elle n'avait pas le droit à davantage. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et ceux qui meurent, voilà. Alors justement, ce tatouage, j'allais y venir. Ouais. Ceux qui luttent, c'est un tatouage d'Anna. Elle est forte aussi, cette phrase, et elle dit peut-être un petit peu tout du roman. Est-ce que véritablement vous y croyez, cette phrase-là? Est-ce qu'elle... Ah ouais. est-ce Ah qu'elle... oui. Ouais.
Oui, 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 dans le sens où ça rejoint un peu ce que je disais au début. Ouais, je Pour le pense que courage? vivre avec une certaine intensité, c'est vouloir construire son destin, c'est ouais, se dessiner une route, c'est travailler. Je crois beaucoup à la notion de travail. Euh, c'est être cohérent avec soi-même. Donc tout ça, ça veut dire un peu lutter. Moi, et puis quand même, la vie est tellement et globalement assez compliquée, je trouve. Il y a quand même toujours des problèmes hein, qui pointent à droite, à gauche, et qu'on est souvent dans une position de lutte. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas apprécier toutes les bonnes choses de la vie, mais ouais, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Je trouve qu'il y a une forme de vérité dans cette phrase-là. Et ce qui n'empêche pas d'apprécier la vie, je répète, hein, moi j'aime beaucoup la vie et j'en profite bien, mais oui, il faut travailler et se bagarrer un peu pour tout quand même, je crois. Frappé, c'est le titre. On dirait des hommes, mais Mhm. sans majuscule, au mot homme. Est-ce qu'il y aurait pu, justement, quelle est la volonté derrière le fait de ne pas citer, ça aurait pu avoir une majuscule et citer les hommes dans leur entièreté. Là, pour le coup, on dirait des hommes, elle Hop. est, euh, elle est extrêmement puissante. Comment vous avez travaillé ce titre? Est-ce que c'était d'ailleurs celui qui était décidé dès le début? Expliquez-nous cette histoire-là. Alors, ouais, enfin là, non, non, c'est délibéré, c'est vraiment, on dirait ils font semblant d'être des hommes, ils font semblant d'être des mecs, mais en fait, c'est parfois des mauviettes, ouais. Enfin, c'était ça un peu l'idée, c'était de tourner autour de ça. Je vais un peu vite, je caricature, mais c'est vraiment un livre, ouais, qui se veut un peu dur avec les hommes. J'espère que des hommes vont le lire, parce qu'on sait que beaucoup de, enfin, les romans sont tellement souvent majoritairement lus par des femmes, mais j'espère que quelques hommes vont lire ce livre et peut-être le refermer en se posant des questions. J'aimerais vraiment. Donc oui, le titre est complètement délibéré autour de ça. Il y avait un titre de travail avant, c'était Des hommes, virgule, disent-ils, au pluriel. Il était assez joli aussi, mais peut-être un peu dur à prononcer, la preuve. Pas très évident à dire. Donc, du coup, on a tourné autour de cette idée, et puis c'est Pierre, au final, qui a trouvé, on dirait, des hommes. Mais clairement, le H minuscule est assumé, quoi. Voilà, après, c'est pas toujours pareil. Il faut pas faire de généralité. Tous les hommes, il y a plein d'hommes courageux, etc., etc. Mais enfin, on voit à l'œuvre quand même depuis longtemps, mais tout ce qui imprègne un peu notre société depuis une dizaine d'années avec cette période MeToo et qui n'en finit jamais en fait. Enfin, moi, je suis toujours stupéfait de voir encore une nouvelle histoire éclater à droite, à gauche, un tel, un tel, un tel. Enfin, c'est insensé le comportement de pas mal d'hommes, quoi. Faut bien l'admettre, quoi. Donc, sans que MeToo parce que là, on parle beaucoup de violence conjugale et tout dans notre échange, et c'est normal, mais c'est vraiment, je voulais vraiment qu'il y ait un sous-texte sur la difficulté d'être un homme et puis la dureté qu'on peut avoir par rapport à certains hommes qui sont vraiment pas courageux, quoi. C'est ma dernière question, après je vous libère, Fabrice. Oui, non, non, pas de Il souci. y avait trois parties. La première donc traite d'un accident terrible. La seconde qui est donc plutôt classique. La seconde, l'enquête va se dévoiler, on ne l'a pas encore dit. Et la troisième, dont on ne dira rien évidemment, mais qui va lier tous les éléments. Trois actes, trois chapitres, trois parties en tout cas. C'est une tragédie en somme. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Je l'ai pas conceptualisé comme ça, mais oui, vous avez raison. Ça a des allures de tragédie. Alors, mais c'est assez marrant parce que c'est un livre, j'ai assez vite vu, enfin, ouais, ouais, assez vite vu comment j'allais finir. C'était clair et net assez vite, et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Dans un précédent roman, j'avais écrit toute une première partie, enfin, dans celui d'avant, les âmes frères, qui était paru en 2020, j'avais écrit toute la première moitié. Mon éditrice m'a dit, ça roule, impeccable. Et puis, je lui livre la deuxième partie. Elle me dit, oh là, dis donc, t'es sur du sable. Et en fait, j'y ai bien réfléchi. C'est parce que je voyais pas bien, en fait, comment finir. J'avais pas les idées claires, donc du coup, ça s'était ressenti sur l'écriture, des problèmes de correspondance entre les scènes, des choses qui se répétaient, tout. Enfin, ça collait pas. Et là, du coup, avant de commencer celui-ci, je me suis pas précipité, et puis assez vite, je me suis dit bon, où tu vas? Et avec l'idée donc des correspondances passées, présentes, ça m'a bien aidé. Et puis un moment, et là, comment dire, la scène d'ouverture, en fait, m'a donné l'idée de la fin. Et quand on voit la fin du livre, après, c'est gagné, quoi.
Et même, à un moment, assez vite, j'avais la dernière phrase en tête et j'avais le dernier mot. Je savais par quel mot je voulais finir et quelle phrase, quoi. Et ça, il y a un auteur qui m'a beaucoup inspiré là-dessus, c'est Tanguy Vielle, euh, Paris-Brest, article 353 du Code pénal et tout ça. Je trouve que c'est un auteur qui est vraiment formidable là-dessus parce il sait dévoiler la fin de ses livres vraiment dans les toutes dernières pages. Et ça, j'ai toujours bien aimé ça. Ou Laurent Molinier aussi, je trouve qu'il est assez admirable là-dessus. Voilà, donc oui, ça m'a un peu inspiré. Et je me suis dit, bon, allez, voilà, je finis comme ça. Et là, du coup, j'ai pu tracer et écrire relativement vite, quoi. Enfin, La discussion, en tout cas, elle trouve formidable l'humilité du regard de Fabrice Tassel sur les hommes. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare d'avoir un regard lucide sur la jante masculine en tant qu'homme. En tant que femme, on l'entend quotidiennement, mais en tant qu'homme, c'est plutôt extrêmement rare et encore plus dans un roman. Comment est-ce que vous êtes, je ne vais pas dire lanceur d'alerte, mais presque, dans l'idée en tout cas, de faire réagir avec ce livre-là aussi en disant on peut être un homme et ne pas cautionner ce que font ses congénères. Ah oui, oui. Enfin, alors, lanceur d'alerte, le terme est peut-être un peu fort, mais vraiment, comme je le disais avant, je serais tellement heureux si pas mal d'hommes ou si des hommes le lisaient. Comment dire comment dire, pardon. Petits détails qui se forgent dans l'âme humaine. Ouais, ouais. Et puis après, si on regarde un peu la conversation publique, c'est vrai que il n'y a pas tellement d'hommes qui font leur mea culpa ou qui s'interrogent. Cette parole, alors là, c'est peut-être un des petits revers de la vague MeToo. C'est vrai que le champ globalement de cette conversation est très, très occupé par des femmes et c'est bien normal. Elles ont tellement été longtemps invisibilisées dans les médias, etc. Donc là, il y a un mouvement très fort. Euh, Peut-être si on peut y voir un tout petit défaut, c'est que finalement après les hommes ont presque du mal à reprendre un peu la parole, enfin la parole sur ces sujets, parce que globalement après si on regarde les institutions, parlait des chefs de juridiction dans la magistrature, tellement de grandes entreprises encore occupées par des hommes, la classe politique. Oui, il y a de plus en plus de femmes. Enfin bon, voilà, on attend encore une femme à l'Élysée, hein. Les médias, quand même beaucoup, beaucoup dirigés par des hommes. Donc, ouais, dans la conversation publique, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de voix d'hommes qui disent, bah, faisons un énorme mea culpa, faisons-le, quoi. C'est vrai. Donc, oui, oui, ça a une ambition un peu trop forte de dire lanceur d'alerte, mais ouais, je trouve qu'il faut des livres un peu durs sur les hommes, pas écrits par des hommes. Je trouve que c'est important. Ouais, je trouve que c'est important. Commencer à réfléchir, à travailler sur Mhm. vos sujets, parce que vous avez touché en réalité toutes les sphères familiales. Est-ce qu'il y en a un qui peut-être va se creuser justement via le biais du roman? Je pense que ça y est, la carrière de romancier est clairement lancée, vous ne pourrez pas vous arrêter, j'en suis persuadé. Oui, oui, enfin, j'espère qu'il y aura une suite et j'espère bien. Alors c'est vrai que ouais, j'ai un peu tourné autour enfin dans Courir dans la neige. Le deuxième, c'était un face-à-face entre un fils et sa mère. Le fils revenant vivre chez sa mère après avoir quitté la maison depuis une trentaine d'années, ce qui a été un phénomène assez vrai dans la société, avec pas mal d'hommes et de femmes qui ont dû revenir vivre chez leurs parents après avoir perdu leur emploi. Ça, c'est quand même un truc qui arrive pas mal. Et on n'en parle pas énormément d'ailleurs, donc je voulais retisser les liens. Donc bref, le lien maternel et filial dans Courir dans la neige, le lien fraternel dans Les âmes frères. Euh, bon, là, le couple, le deuil, dans tous les livres, un peu la vérité et le mensonge. Donc ouais, il y a des correspondances entre tous les livres, donc je vais continuer un peu dans ce chemin-là. Il y a peut-être une période de la vie que j'ai en tête, peut-être pour un prochain roman. Je ne veux pas aller en dire trop, mais je vais peut-être prendre les choses par ce moment, par ce biais-là. Peut-être continuer à travailler toutes ces thématiques, mais peut-être sur un moment particulier de la vie. Voilà. Je tourne autour de ça. Voilà. Mais j'attends de trouver peut-être la petite scène, le petit élément que je vais entendre ou lire ou écouter un jour, qui déclenchera l'alliance entre la thématique
et l'élément vivant qui lance le texte, quoi. Mais ça va pas tarder. Parfait. Il est temps de vous remercier, Fabrice. Alors, C'est moi. dans tout le milieu, tout le monde dit que vous êtes parfait. Eh bien, en effet, ce soir, on a confirmé que vous l'étiez. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez que des qualités et c'est Oh confirmé non. de plus ce soir. Non, mais bon, je réfléchis à mes défauts, en tout cas, on va dire ça. Et puis merci à vous, c'est vraiment super gentil. C'est extrêmement important pour un auteur vraiment de sentir de l'intérêt, parce que c'est un travail solitaire, hein. Enfin, c'est une activité, moi c'est pas mon travail, mais c'est une activité solitaire. On passe des mois, des heures à se demander est-ce que ça va intéresser quelqu'un, cette histoire. Donc vraiment de sentir un intérêt, c'est incroyablement important. Ça apporte beaucoup de chaleur au cœur, de vraiment merci, hein. C'est très important. Je sais pas si vous le mesurez, mais ça l'est vraiment. Merci beaucoup, Fabrice. Mais on va Vraiment. lire ce texte parce que clairement, il est très bon et j'imagine que certains doivent être un peu énervés enfin, le fait que vous n'en disiez pas trop. Je pense que ça doit titiller leur intérêt parce que vous avez mis les mots comme toujours, comme quand vous écrivez, vous mettez des petits détails et je pense que ça va intriguer beaucoup de monde. Donc, bravo, tout simplement pour ce roman et pour ce soir. Eh ben, c'est très gentil encore. Merci. Merci, Et Fabrice. bonsoir à toutes et tous, alors. Au revoir tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Fabrice.